remercie d'abord de l'occasion d'être ici et aussi de l'opportunité que cela m'a donné de repenser moi-même un peu ma vie et surtout mon parcours intellectuel. Je crois que je suis re-racontée à moi-même d'une manière que je ne l'avais jamais fait. Je suis donc juriste et je suis aussi sociologue. J'enseigne dans une grande université de New York où je suis le directeur adjoint de l'Institut pour les études sur les droits humains. Pendant l'interview qui précéda l'offre de ce poste, lorsqu'on m'en demanda quelle importance avaient eu les droits humains, ce qu'ici s'appelle les droits de l'homme, dans mon cursus professionnel, j'ai eu un moment d'hésitation. Je voulais dire, je me suis beaucoup occupée des droits des femmes, mais un doute m'a saisi. Ne m'étais-je donc pas véritablement occupée des droits humains? Pragmatiquement, je décida qu'au moins en cette occasion-là, le colloque pour le poste, les deux termes pouvaient s'équivaler. Alors je répondis, mais si les droits humains ont un poste central dans ma vie, en particulier, j'ai travaillé beaucoup aux questions qui concernent les femmes. Nous arrivons ainsi à l'interrogatif qui demeure central. La différence, que fait la différence? Femme ou être humain? La réponse vient subitement, femme et être humain. Mais est-ce vraiment si simple? Quelle est la relation entre l'un et l'autre? Ne s'agit-il pas de deux catégories totalisantes? Et sinon, comment découper la femme de l'être humain ou vice-versa? Le niveau auquel je m'occupe aujourd'hui de cette question est surtout celui international. Mon parcours professionnel et personnel a impliqué plusieurs traversées, primo-océaniques et deuxièmement de métier. Débuté comme sociologue, j'ai ensuite fait des études en droit. Aujourd'hui, j'ai le sentiment heureux de combiner les deux savoirs. Aussi faut-il dire que je suis passée des institutions de recherche et d'enseignement à la pratique professionnelle pour retourner depuis plusieurs années dans l'académie. L'environnement de mon institut est un peu particulier parce que l'enseignement et la recherche y sont souvent liés au monde de la pratique sociale et politique. Par exemple, nous gérons un programme qui mène chez nous pour 4 mois de toutes les années des militants, des activistes d'organisations des droits humains du monde entier. C'est ainsi que j'ai eu la chance de rencontrer une dirigeante du mouvement Dalit indien. Les Dalits, ce serait la caste des intouchables. Elle-même à la tête d'une organisation de femmes Dalit qui a soit de 5 millions de membres, ainsi qu'un leader dans le domaine de la paix et de la réconciliation au Sierra Leone, et encore la fondatrice de l'un des premiers, peut-être même le premier, centre d'appel pour femmes victimes de violences sexuelles à Kaboul. Pour moi, les études en ce qui concerne les femmes, et avec une terminologie survenue plus tard, le genre, a toujours eu ce caractère mixte d'engagement personnel, travail intellectuel et attention et parfois même aussi participation politique. Jeune étudiante en Angleterre, j'ai eu mon bachelor's quand j'avais à peine 20 ans à l'université de Sussex. À l'époque, c'était une université à l'avant-garde où il était possible, j'y suis allée d'ailleurs parce qu'il était possible de se diplômer en sociologie, ce que n'était pas possible dans les autres grandes universités anglaises. Dans ce contexte intellectuel marqué de mai 68, des mobilisations autour de la guerre au Vietnam ainsi que contre l'apartheid en Afrique du Sud, j'avais eu ma première exposition au féminisme. Je me souviens en particulier une rencontre de femmes, nous étions donc en 71, où l'on parlait des mobilisations qui avaient lieu aux États-Unis. Je vois encore devant moi ce petit groupe de femmes en bell-bottoms, en pantalon à cloche. Oui. Pas d'éléphant. Pas d'éléphant et robe enrayée à la Mary Quant. J'avais les bons habits, mais je me sentais perdue. Je n'étais pas plus identifiée à ce petit groupe de femmes que quand j'allais aux réunions des jeunes socialistes, où il y avait toujours le même grand blond barbuché qui se levait pour conclure la réunion en lançant le poing en l'air, le cri « Nationaliser les banques ». Le fait que mon père était devenu banquier n'aidait pas, naturellement.
Ce sentiment de distance me prit en dépit du fait que j'avais déjà largement rédigé ma thèse de Honors en centré sur l'analyse du contenu des programmes de télévision pour la télévision italienne, où ce qui m'avait frappé était la manière de la représentation des femmes. Mais ce qui m'avait frappé encore plus était la manière dont était faite la programmation de la télévision même, ce qui en italien s'appelle le menabo, c'est le programme général, où on assurait la coïncidence des nouvelles politiques avec les horaires où les hommes étaient rentrés et attendaient leur dîner, et emplaçait les telenovelas à l'heure où les femmes pouvaient se concéder quelques minutes libres entre leurs tâches domestiques. Je l'avais remarqué et j'en avais même parlé aux dirigeants de la RAI, le radiodiffuseur national italien, qui avaient confirmé que c'était exactement ça ce qu'ils faisaient. Mais ça restait pour moi des données parmi plusieurs, et je n'y avais certainement pas vu un thème qui aurait fini par avoir une importance capitale dans ma vie. J'ai terminé mon cursus à Sussex, à l'université, en me concentrant sur l'épistémologie de la théorie sociale, et c'était ça qui me passionnait. Il y a aujourd'hui presque 40 ans de ce moment. Je travaille maintenant à une recherche dont le thème m'attire depuis très longtemps et qui est centrée sur la transnationalisation de la vie quotidienne et les contraintes et aussi les soutiens institutionnels que cette transnationalisation rencontre. J'examine la manière dont les pratiques de vie traversent de plus en plus les frontières, tel qu'il est devenu fréquent de vivre des passages plus ou moins importants dans 1, 2 ou 3 pays différents, parfois passant rapidement d'un l'un à l'autre et même, grâce à nos moyens de communication, sommant une présence en plus d'un site national à la fois. Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'une recherche sur les mouvements migratoires classiques, d'aller avec peu de retour, de transfert permanent. Au contraire, je me réjouis de fixer l'attention sur les défis que la quotidiennité porte aux prétentions nationalistes et étatiques. C'est normal que la transnationalisation m'intéresse. Je viens de le dire, ma propre vie a beaucoup impliqué des traversées de frontières. Né à Genève de parents citoyens grecs, mais ressortissant l'un de la Turquie et l'autre de l'Égypte, j'ai grandi en Italie, où après mes études en Angleterre dont j'ai parlé, il y a un moment, j'ai vécu une partie importante de ma vie adulte. Quand finalement je me suis installée aux États-Unis, ça a toujours été avec des très fréquents allers-retours, mais ceci est déjà le résultat d'une culture familiale mal adaptée à la vie des nations. Économiste, passionné aux problèmes du développement, mon père a été parmi les premiers fonctionnaires de l'ONU, qu'il a rejoint très jeune, laissant tomber la thèse de doctorat qu'il avait en cours à l'université de Cambridge, y préférant la poursuite de ce qu'il espérait aurait été un nouvel ordre mondial. Il a surtout longtemps travaillé à l'FAO, à Rome, et c'est pour cela d'ailleurs que j'y ai grandi. Mon père respirait l'internationalisme. La recherche de racines, d'origine nationale, l'ennuyait profondément, ainsi que, il faut le dire, les distinctions de classe. Il considérait le snobisme une bêtise dont le prix était l'impossibilité d'appréhender ce que le monde pouvait offrir. Et il avait plus ou moins la même attitude envers les clôtures nationales. Nous avions dans notre salle à manger, qui était une grande belle pièce, une énorme carte géographique qui prenait presque un mur entier, une carte en bas-relief, et d'ailleurs je crois qu'à peu d'exceptions près, mon père a visité presque tous les pays au monde. À l'heure du petit déjeuner, qui était notre repas familial, mes parents mêlaient à la conversation sur nos progrès scolaires ou nos aventures avec nos copains, une conversation dense de références à ce qui se passait dans le monde. Nous devions savoir comment progresser la décolonisation, écouter les contes sur l'un ou l'autre jeune ministre algérien ou ghanéen qui avait dîné à la maison la veille, indiquer sur cette grande carte ce que devenait le Congo belge ou d'où passait la ligne entre les deux Corées. Cet environnement, il est important de le préciser, était peuplé d'hommes et femmes,
je l'appréhendais comme un monde de relations familiales. Mais je voyais aussi que côté travail, il s'agissait d'un monde foncièrement mâle. Je remarque aujourd'hui en voyant mes amis et collègues qui ont fait leur carrière dans les organisations internationales, combien tout ceci a changé. Vu par mes yeux d'enfant, dans les années 60, les femmes étaient de 3 genres. Surtout, les épouses très instruites, intelligentes, vivaces. Elles étaient ce qu'on appelle en italien les signore, belles dames au foyer dont la profession consistait désormais à combiner enfants et salon. Ensuite, les célibataires, femmes d'un certain âge, dont il était clair que leur vie dépendait de la grâce de l'homme pour lequel elles travaillaient et de la bienveillance de l'épouse de celui-ci, ainsi que de leur professionnalité et discrétion. Finalement, il y avait les jeunes secrétaires qu'on me représentait comme toujours en course pour un mari, que celui-ci soit libre ou à libérer. D'autres femmes, encharnant un modèle très différent, passaient aussi. Lucie Aubrac, par exemple, dont le mari a travaillé avec mon père, ou Esther Berzeroup, une avant-gardiste absolue dans l'analyse du rôle des femmes et du développement, qui aussi a travaillé avec mon père. Mais en général, ce n'étaient pas ces femmes-là qui habitaient Rome. Elles auraient eu du mal, d'ailleurs, car les accords entre l'ONU et l'État italien, comme d'ailleurs encore aujourd'hui dans maints pays, accordaient aux familles des fonctionnaires, et donc à leurs épouses, des permis de séjour qui comportaient l'interdiction au travail. C'est donc pour dire que le monde international est un peu spécial de ce point de vue. Il est limité dans sa possibilité de s'ancrer réellement dans un territoire. Mais l'être internationaliste ne suffit pas à créer un monde international. À l'école internationale que nous fréquentions, la culture était imprimée de nationalisme, et surtout de ce nationalisme triomphant qu'exportait l'Amérique de l'époque. Mes 2 frères et moi, nous n'avions pas un home en Virginie ou Tennessee, où nous rentrions tous les 2 ans et d'où nous aurions pu ramener des sweatshirts, les grandes chemises bleu marin ou des jeans Levi. J'avais des jolis petits tailleurs et des robes préparées par la couturière de ma mère, et de temps à autre, et c'était assez rare, quelque chose d'acheté dans le peu de magasins qui n'étaient ni pour enfants en bas âge, ni pour adultes. Mon père n'était pas un bon coach de baseball, quoique ma mère a été den mother, c'est-à-dire qu'elle s'est occupée des scouts. Mais nous n'étions aussi pas italiens. Les longues racines familiales en Italie, ma famille a une très très longue histoire italienne, dont on nous parlait d'ailleurs très peu, n'auraient jamais pu masquer nos naissances à l'étranger, nos écoles internationales, les langues que nous parlions, nos étés en Suisse, et même le fait d'être juif. Être juif, quoique dans une famille très très peu pratiquante, nous marquait surtout dans le sens d'une exclusion. Dans la colonie d'enfance, perchée sur les montagnes suisses où nous passions des longs étés, les promenades de tous les jours, soleil ou pluie, s'interrompaient le dimanche matin. C'était alors que nous jouions au mécano, nous 3, ou lisions des contes de Tintin ou Bécassine, seuls, avec mes frères, à la véranda du chalet devenu bizarrement silencieux, pendant que tous les autres, enfants et monitrices, étaient à la messe du village. Un petit cri de la gérante de cet endroit se levait en même temps qu'un tonnerre de bottes et de rigolades annonçait le retour. Les enfants ergas venaient donc. Il fallait attendre que les autres rentrent de la messe, ayant donc pris la communion, pour que nous puissions boire nos chocolats chauds, embeurrer nos tartines et regagner la vie de groupe. C'est donc dans cette dialectique difficile entre identité locale et identité globale, et je dis tout de suite que je crois qu'il y a de moins en moins de la première et toujours pas assez de la deuxième, que je suis grandie et qui me fascine. Global ou local, c'est un peu pour tirer un parallélisme qui pourrait sembler audacieux, comme la question que j'ai soulevée tout au début de cette conversation. Femme ou être humain? Les deux, mais comment?
Et c'est ici l'attention qui inspire ma recherche du moment et que je veux prendre comme prisme à travers lequel lire les Women's Studies et les études de genre. C'est déjà un parti pris méthodologique. Il me semble impossible de faire n'importe quelle recherche aujourd'hui sans considérer ce que 40 ans d'études sur les femmes et le genre nous ont appris. J'ai dit que je travaille sur le transnationalisme de la quotidiennité. J'ai choisi de tracer les moments cardinaux du cycle de vie, en commençant par les pratiques de naissance. Ce qui m'intéresse en ce moment en particulier, c'est le marché mondial de l'enfantinage. Donc je me rends bien compte que ce terme n'existe pas, l'enfantinage. Mais je veux indiquer par ça le marché spécifique de la production d'enfants sur mandat, et non le commerce général d'enfants dans le monde. Je n'hésite pas à parler de marché, quoiqu'il s'agisse d'une demande où il y a aussi des échanges basés sur la gratuité. Mais un grand chiffre d'affaires traverse les frontières pour rapatrier des bébés. Alors je vous raconte une petite histoire. Récemment, la Cour suprême de l'État du Gujarat en Inde a émis une décision qui pourrait sembler n'avoir rien de remarquable. La Cour a décidé qu'un enfant né d'une mère indienne sur sol indien est de nationalité indienne. Ceci devrait apparaître non seulement banal, mais aussi juste. Il y a maintenant plusieurs années que la loi a été réformée pour permettre la transmission de la nationalité indienne à un enfant né de mère indienne, même si le père n'est pas indien. Mais voici l'arrière-plan. Madame B, de cette décision, à citoyenne allemande, souffre d'une condition qui lui empêche la procréation directe. Citoyen allemand est véritablement, vu la suite de l'histoire, souhaitant avoir un enfant entre guillemets à eux, le couple B se dirige en Inde. En Allemagne, comme par ailleurs en France aussi, la maternité pour autrui est strictement interdite. Mais dans l'État du Gujarat, le marché d'enfantinage bat son plein. Aidé par un médecin grand entrepreneur de ce marché qui procure soit la donatrice d'ovules, soit les mères porteuses, et avec la, entre guillemets, contribution biologique de M. B, le couple finalement a 2 jumeaux. Le père demande donc un certificat de naissance, ce qui lui est remis, comme est devenu d'usage, même si pas tout à fait de droit, dans l'État du Gujarat. Ce certificat de naissance note M. B comme père et Madame B, l'épouse, donc, comme mère. C'est exactement ce qui aurait été si, au lieu de se rendre en Inde, le couple avait pris le chemin de la Californie, ce qui a été fait d'ailleurs par un couple français dans une histoire qui n'a pas particulièrement bien tourné. Mais l'Inde a des avantages sur la Californie. En premier lieu, économique. Une maternité pour autrui californienne coûte à partir des 50 000 $. En Inde, on y est plus ou moins pour 15 000. Depuis longtemps, l'Inde s'est constituée comme centre de tourisme de la santé. Il s'agit d'un marché, comme celui de l'informatique, qui permet d'exploiter la conjonction entre un bon niveau technologique et un très bas coût du travail. Il y a tout de même des spécificités importantes. En premier lieu, il s'agit de produire des enfants, ce qui touche des questions sensibles pour quasiment toute société. Ça ne surprend pas que ne s'agissant pas de circulation de chaussures ou de production de software pour ordinateur, la réglementation internationale est en grave retard sur les pratiques. Il est important de comprendre pour cette histoire ce que les entrepreneurs de la reproduction, les vendeuses et services de gestation, ainsi que les vendeurs et vendeuses de l'ainsi nommé matériel génétique, ont compris depuis longtemps, et c'est-à-dire qu'un enfant va ressembler à ceux qui ont contribué son matériel génétique et non à celle qui a mené la grossesse. Pourquoi est-ce important? Parce que ceci veut dire
que beaucoup d'enfants, et je le mets entre guillemets, blancs, peuvent naître de mères non blanches. Le cas dont je vous parle, non seulement se reproduit maintes fois par année, mais sera, je vous l'assure, toujours plus fréquent. De plus en plus, les États qui acceptent la maternité pour autrui préfèrent la substitution gestationnelle à celle dite traditionnelle. J'explique. La substitution gestationnelle indique une production d'enfants où l'ovule vient d'une femme, mais la grossesse est menée par une autre femme. Et le sperme, naturellement, vient de quelqu'un d'autre encore. La différence avec la substitution traditionnelle est que celle-ci, la traditionnelle, implique que la source des ovules et la fournisseur de l'utérus sont la même personne. Mais c'est ce que de plus en plus est séparé et institutionnellement on demande que ce soit séparé. À la progression technologique et politique correspond aussi une transformation du langage. Je veux noter en particulier deux aspects. Premièrement, la donatrice d'ovules. Dans mon université, qui est une des plus importantes des États-Unis, on voit avec une certaine fréquence des affiches qui sollicitent les étudiantes à devenir donatrices. L'approche est singulière. Il y a très souvent une jeune fille souriante avec un bébé en bras et on s'adresse à une autre jeune fille en disant « Ne veux-tu pas aider une femme à réaliser son rêve ?» c'est-à-dire à devenir mère. La publicité parle donc le langage de l'altruisme, mais la phrase suivante parle tout autre langage. Il y a une récompense importante pour cet altruisme. Le prix normal environne les 8 000 $, mais certains chercheurs ont remarqué que les bons ovules peuvent arriver à coûter jusqu'à 50 000 et même plus. Il s'agit donc d'une vente. La donation institutionnelle de sperme est aussi très souvent une vente. Je vous explique aussi entre parenthèses qu'il y a des excellentes raisons pour lesquelles les banques d'ovules pointent les étudiantes des grandes facs américaines. Primo, elles sont entourées d'une auréole de succès. Elles ont des gènes, elles sont portatrices de gènes qui promettent bien. Deuxièmement, et c'est aussi important, elles sont accablées par les frais de leur propre éducation. Une année à ma fac, ou à la fac de droit, environne aujourd'hui les 50 000 $. Mais c'est l'équivalence linguistique qui est établie entre la donatrice d'ovules et le donateur de sperme qu'il faut surtout remarquer. Nous savons que se séparer de l'un, des ovules, est bien plus compliqué que se séparer de l'autre, du sperme. Mais ceci est rarement mentionné. De plus en plus, j'entends des discours où ovules et sperme sont fusionnés. Ils forment un matériel génétique indistinct. Ceci ne serait pas si remarquable s'il n'y avait pas aussi en cours une transformation de la porteuse. Je laisse tomber le mot « mère » parce que très souvent, dans les intentions, elle n'a plus ce rôle. Et d'ailleurs, j'ai avec moi un contrat modèle pour une maternité pour autrui qui ne parle même pas de porteuse, mais ou qui parle de porteuse de l'embryon. C'est comme ça qu'on nomme celle qui va porter, qui sera la gestatrice de l'enfant. La porteuse, on dit, en parlant de ça, n'aurait que un rôle de gestation. Elle loue son utérus, ce qui s'y passe la voie donc récipient passif, objet sans subjectivité, lieu et non personne. Ça permet simultanément deux résultats. La porteuse possède son utérus comme un propriétaire possède son domaine immobilier. Elle peut l'aliéner temporairement de la même manière. Nous sommes loin de la mater carta est du droit romain, du principe ancré dans un grand nombre de législations qui veulent la mère celle qui accouche.
À la fois, la location signifie que l'échange ne concerne que le permis d'employer un lieu pour un certain moment, ça ne le transforme pas. L'utérus est une pièce comme une autre, un salon, une salle à manger, et non cet aspect du corps féminin très spécifique qui lui donne la possibilité de se faire en même temps sujet singulier et pluriel. Ce détournement, d'ailleurs, de ce qui se passerait dans cette pièce, qui est la production d'un enfant, d'un être humain, permet d'éviter toute référence à un marché de l'enfantinage. Je rappelle, quand j'ai ces conversations, à ceux qui me parlent de location de l'utérus, que quand j'achète ma baguette, je ne dis pas que j'ai loué le four du boulanger. Il faut aussi noter que cette référence à la rente à louer l'utérus vide la femme d'elle-même, en fait. On en place en elle quelque chose qui n'aurait aucune relation à ce qu'elle est elle-même. Dans ce contexte, comme je vous ai dit, le certificat de naissance original remis par les autorités de Gujarat, la mère est la mère commanditaire. Le rôle de la mère est donc entièrement social et non plus biologique. C'est remarquable car en même temps, nous flottons rapidement vers l'élimination de la maternité biologique. Les tests de DNA ont placé sur la scène de la loi le père biologique. La paternité a toujours été en premier lieu une relation légale d'abord et sociale, plus que de biologie. L'État du Gujarat a refusé d'honorer la décision de sa cour. On comprend que décider que la mère des enfants est la mère porteuse, pourrait rapidement mettre en crise le développement du marché de l'enfantinage, qui d'ailleurs reporte beaucoup de ressources de l'étranger, et aussi beaucoup de ressources natives, locales. Je ne veux pas par cela dire que le marché de l'enfantinage n'est que international. Il ne l'est certainement pas. Parce qu'il est certes que les mères peuvent revendiquer des droits. Le statut de mère est dense de signification légale. Les mères ont des droits envers leurs enfants, envers les pères, envers aussi les États dont les enfants sont citoyens. Par exemple, des droits en relation à l'immigration. L'Inde permet aussi, on pourrait parler de pourquoi l'Inde a aussi des difficultés à reconnaître l'adoption de ses enfants. Ce que je veux simplement dire, c'est que toute la question de ces enfants, qu'il y a maintenant presque 2 ans, sont dans un état de limbo en Inde, sans pouvoir avoir des documents pour sortir. Parce que d'un côté, l'Allemagne refuse de reconnaître la parenté par la relation parentale établie par la maternité par substitution, par autrui. Et d'une autre part, il y a ce problème qu'ils ne sont aussi pas de nationalité indienne. Et donc, ils n'ont pas de documents de voyage. La Cour suprême de l'Inde, ce qui est appelée la Apex Court, devrait bientôt décider cette question, et elle va la décider en décidant finalement la question de la maternité de ces enfants. Tout ceci est complexe et inquiétant. Tout d'abord, je tiens à souligner que le sort incertain de ces enfants, ce ne sont pas les premiers auxquels ça arrive, je crois ne peut que mettre une grande angoisse en général. Mais personnellement, j'éprouve aussi une certaine inquiétude quand j'essaie de comprendre ce que cette histoire raconte sur les femmes, leurs identités, les relations entre elles et les différents mondes, faits d'hommes et de femmes, d'adultes et d'enfants, qu'elles habitent. J'y vois les thèmes de nos recherches de ces 40 ans. Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'organisation locale et internationale? Il y a un nombre de thèmes infinis qui sont résumés dans cette question. J'en rappelle seulement quelques-uns.
Quelle est la limite entre la décision individuelle, l'exercice de l'autonomie et les relations en principe avec les normes sociales? Est-ce qu'il faut comparer la maternité pour autrui à la prostitution, au trafic sexuel, à la vente d'êtres humains, donc à la limite à l'esclavage? Quelle est la relation entre les femmes du premier, ainsi dit, et du tiers-monde, ainsi dit? Je vais, dans les remarques qui suivent, me centrer seulement sur quelques-unes de ces questions. Je vais partir d'une question que je sais a été rappelée plusieurs fois dans cette pièce. Qu'est-ce qu'une femme? Avait demandé Simone de Beauvoir il y a maintenant 60 ans. C'est la question, je dirais même la problématique, qui m'a amenée au féminisme et par là aux études sur les femmes aux études aussi des mouvements et des théories des féminismes, et j'entends ça au pluriel. Rentrée à Rome après mes études en Angleterre, dont je vous ai parlé il y a un moment, je disais que je savais être égale, je me disais ça, mais que je ne savais plus j'avais une angoisse de relation avec le monde d'être femme, en fait avec mon identité de femme. J'avais très peu de mots pour décrire l'angoisse qui me prenait, mais je me rendais compte que ça touchait la question de mon entrée dans le monde masculin et de mon émancipation finalement. Aujourd'hui, je pense que le terme identité, peut-être parce qu'il est de définition si difficile, cache beaucoup de choses. Là où les communautés, le sentiment d'appartenance, la singularité, dont Julia Kristeva a parlé ici, finalement, la possibilité de se sentir bien dans sa peau. J'avais tout juste 20 ans, et bien que j'avais étudié, comme je vous l'ai dit, dans une université anglo-saxonne en odeur de mai 68, mon tracassement identitaire passait surtout par des éléments très banals. Je pense en particulier à la séparation des communautés de discours. On parlait d'idées, ce qu'on disait était valorisé parce qu'on en parlait dans des lieux à prévalence masculin. C'était là que se tenaient les discours intéressants sur le monde, le pouvoir, le changement, la justice. Étudiante, j'avais vécu avec des copines et avec ces copines, je m'étais sentie chez moi. Nous parlions aussi du social, du monde, des transformations en cours, quoiqu'on parlait aussi, et peut-être surtout, de nos vies. Mais la valorisation des discours était différente. Plus secrète ou privée, elle ne se reflétait presque pas dans le domaine public. Au fond, le partage était relativement simple. Et je me rends bien compte que cela doit sembler invraisemblable et franchement étonnant. Mais je crois néanmoins décrire une expérience très fréquente, une expérience à laquelle, entre autres, le féminisme donna une réponse, soulignant que les lieux des femmes étaient primaires et non secondaires. Pour une jeune femme comme moi, grandie, comme je vous l'ai dit, dans une famille où il était tout à fait naturel de parler de politique, d'économie, de vie publique, participer au discours masculin n'était absolument pas difficile. Mais dans le monde plus large, c'était surtout solitaire. N'importe combien de femmes prenaient part à ces conversations d'étudiants, qu'il s'agisse d'Irlande ou de l'apartheid, du Vietnam ou de la classe ouvrière, cela ne suffisait pas à neutraliser la caractérisation de ces discours comme proprement de et dans le monde des hommes. C'était comme si les mots prononcés dans certains contextes étaient denses de pouvoir, de capacité d'action, d'une efficacité qui autrement manquait. La participation à ce monde comportait une démonstration continuelle de similitude, d'identicalité aux hommes, et donc un éloignement de toute identité de femme. Il y avait aussi tout un autre côté qui consistait à la relation entre les femmes et les hommes dans les mouvements étudiants. Et ça, c'est un autre discours dont il faudrait un jour parler. Mais c'est
ce n'était pas ça faisait aussi partie, d'ailleurs, ce que la libération sexuelle ou l'ainsi dite libération sexuelle comportait comme obligation, comme sentiment d'obligation pour les jeunes femmes qui se trouvaient dans ce monde. C'était enfin les deux côtés d'un effacement de subjectivité. C'était encore des années, ce que je vous décris, où on pouvait avoir de ces angoisses. Et ce que je veux vous souligner, c'est que je suis persuadée que ce l'est encore aujourd'hui. Mon université, à New York, organise des soirées dans une brasserie du quartier où les professeurs présentent leurs recherches. Donc, un soir de novembre dernier, j'ai donc parlé des dilemmes que la maternité pour autrui et sa commercialisation posent, ce que je viens de vous raconter, l'incompatibilité des normes entre pays différents, les questions morales, etc., etc. Terminée ma présentation, une jeune femme s'est levée pour poser une question. Elle voulait savoir dans quels États américains la maternité pour autrui était possible. Et puis elle a expliqué. Je me suis récemment diplômée de la Business School. Elle m'a dit. Parmi mes amis, plusieurs qui sont plus âgés, plus avancés dans leurs études, travaillent déjà. Quelques-unes est enceinte. Celles qui sont enceintes ont été renvoyées des grandes sociétés et des grandes banques par lesquelles elles avaient été embauchées. C'est naturellement illégal, mais ça arrive. Je me demande, elle me posait la question en souriant, si la maternité pour autrui ne serait donc pas une solution. Ça éviterait d'être enceinte sur le travail. Bon, j'étais étonnée. Je lui répondis. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais absolument pas pensé à ça, il faut dire. Forte de mon expérience dans un des plus grands cabinets d'avocats des États-Unis, je lui ai répondu que la grossesse était le moindre de ses problèmes. Mais le dilemme, comment concilier travail et maternité, demeure central encore aujourd'hui. À l'apparence, c'est une question d'organisation. Peut-être que si toutes les femmes travaillaient dans les administrations publiques ou bénéficiaient de la flexibilité des rythmes universitaires, ce problème n'existerait pas. Mais parce que alors, peut-être que les temps de travail n'engloutisseraient pas les temps de la famille et de la vie privée. Mais à mon avis, l'organisation n'est pas le seul problème. La question de fond est une question de désir, c'est-à-dire une question d'identité. Et à mieux dire encore, la difficulté de voyager entre identités multiples. Peu après que j'avais commencé à participer aux réunions féministes, et en particulier à celui lié à un des groupes gauchistes de l'époque, Simonetta Tosi, et je veux la rappeler parce qu'elle n'est plus depuis longtemps, jeune médecin et militante d'un autre collectif, un collectif féministe sans lien à les autres organisations de la Nouvelle Gauche, est venue au collectif duquel je faisais part. Elle nous proposait de travailler ensemble avec d'autres pour la libéralisation de la contraception, qui était aussi illégale, et de l'avortement, qui était strictement interdit. Il faut comprendre que dans le contexte sectaire de la Nouvelle Gauche, l'idée d'une alliance entre groupes était vraiment radicale. Mais nous décidâmes que oui, il fallait le faire, quoique la gauche gauchiste était très critique, et je m'y suis lancée. Nous avons formé le CRAC, ce qui était appelé le CRAC, le Comitato Romano per la Liberalizzazione della Contraccezione e dell'Aborto. C'était le groupe qui réunissait et organisait un peu toute l'action collective sur ce thème. Et j'y ai participé comme représentante à la fois de mon collectif féministe et du parti gauchiste auquel le collectif était lié. Ça, c'était ce que je faisais la nuit. Le jour, je travaillais au principal centre de recherche sociale appliquée, où je m'occupais du secteur de l'enseignement et de la formation. Je faisais partie d'un petit groupe de jeunes chercheurs. Il y avait une atmosphère de grande camaraderie. Et chaque été, le centre produisait, d'ailleurs il le fait encore, un rapport sur la situation sociale du pays.
nous recevions les brouillons de l'Institut national de statistique en avant-première. Et on me demandait d'analyser les données qui concernaient l'enseignement, les parcours éducatifs. C'est comme ça que j'ai commencé à regarder, à analyser séparément les données qui concernaient garçons et filles. Les données étaient là, mais personne n'en parlait jamais de cette différence. On y voyait des parcours bien différenciés. Les filles avaient des meilleurs résultats, mais surtout dans les régions du Sud, elles étaient plus souvent inscrites aux établissements privés, voire liés à l'Église catholique. Elles sortaient du système, on les perdait beaucoup plus jeunes que les garçons. Et quant à la distribution dans les lycées et les facultés universitaires, on pouvait quasiment prendre la distinction entre certains chemins, comme ceux que les statisticiens appellent les proxy measures, les indices remplaçants. Il suffisait de dire lycée scientifique ou bien faculté d'ingénierie pour dire masculin, lycée magistral, c'est-à-dire lieu de formation des institutrices, pour dire féminin. Quand mon analyse sur l'enseignement parut donc dans la relation sociale de cette année, les journaux remarquèrent que pour la première fois, les parcours de garçons et filles étaient analysés séparément. J'en pris courage. Ce n'est pas que j'ai commencé à travailler sur des questions qui concernaient spécifiquement les femmes, mais j'essayais de poser la question de comment la distinction sexuelle traversait les domaines dont je m'occupais. J'avais une alliée dans cette entreprise, une copine dont je viens d'ailleurs tout juste de retrouver les traces, un démographe, forte en économie, Mara Gasbarone était assignée à l'analyse de l'emploi. On travaillait donc ensemble, chacune de son côté, et parfois ensemble sur la même table. On mettait nos pages de l'ISTAT ou les résultats de quelques enquêtes spéciales étalées sur la table. Nous restions tard au bureau pour regarder ce que les chiffres à peine arrivés pouvaient nous dire sur ce qui se passait dans les niveaux scolaires, dans la relation des femmes au marché du travail, etc. Je veux me rappeler toute ma vie, le jour où Mara m'a appelée, très excitée, on voyait pour la première fois clairement que la famille italienne se contractait. Les femmes italiennes étaient en train de changer dramatiquement leur modèle reproductif. Entre-temps, quand je sortais du bureau, je me rendais, comme je vous ai dit, à des réunions féministes. Dans les manifestations de tous les jours, et il y en avait à l'époque continuellement, et encore plus dans les premières manifestations pour l'avortement et la contraception, le cri féministe avait été lancé. Non più macchine per la riproduzione, ma donne in lotta per la liberazione. Non plus machine pour la procréation, pour la reproduction, mais femmes en lutte pour la libération. Bon. Que les femmes ne voulaient plus être macchine per la riproduzione, machine à procréer, se voyait nettement dans les brouillons de l'ISTAT, du Centre national de statistique. Je me demande aujourd'hui quel serait l'écho de cette phrase à Gujarat. Pour continuer avec l'histoire, notre institut établit un fonds pour le développement professionnel. Nous pouvions bénéficier d'une somme pour participer à des conférences, suivre des cours, etc. Mara et moi, nous avons décidé un emploi spécial de nos ressources. Nous les avons unis pour inviter Laura Balbo à tenir un séminaire pour tout l'Institut sur la condition des femmes. Laura Balbo est une sociologue de Milan. Ce fut finalement une des rencontres plus importantes de ma vie professionnelle. Laura, sociologue, pas encore stable à l'université de Milan, venait de publier un livre qui avait fait des vagues. Stato di famiglia. Le jeu de mots évoquait d'un côté le document d'état civil qui enregistre la condition familiale de tout résident en Italie, et de l'autre côté ce qu'on appelle en italien l'état de droit, le stato di diritto. Ça impliquait que pour les femmes, l'état de droit devenait l'état de famille.
Ce fut un livre d'une importance capitale en Italie, quoique Laura m'a raconté plus tard que le grand sociologue qui dirigeait la série dans laquelle ce texte a été publié lui avait déconseillé de le faire. Elle devait passer au concours universitaire dans lequel lui aussi il aurait eu un rôle important, et il lui a dit « ça n'aurait pas aidé sa progression professionnelle ». Néanmoins, elle a insisté pour qu'il paraisse, et c'est grâce à ce livre que Mara et moi, nous l'avons invité à Rome, et que je l'ai donc rencontré. Laura avait déjà réuni un petit groupe de sociologues régulièrement à Milan. Elle venait de Rome, de Trente, de Cosenza et de Padoue pour parler de recherche, pour discuter de livres, pour mettre en commun leurs initiatives. Il y avait parmi ces initiatives aussi plusieurs qui collaboraient avec les syndicats dans les de ceux qu'on appelait à l'époque les 150 heures. Bon, j'explique que les syndicats, le principal des syndicats, avait contracté avec le patronat une conquête remarquable, et c'est que les grandes entreprises concédaient un congé spécial aux ouvriers de 150 heures, justement, à une tranche de salariés pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Les salariés eux-mêmes devaient contribuer encore 150 heures, donc ça faisait un temps d'études de 300 heures. Ceci avait porté à la création de cours spéciaux, et ça avait aussi rapidement porté à l'établissement de cours pour femmes dans les quartiers, donc hors du contexte des usines. C'était à cet enseignement entre culture et politique axé sur la condition et le rôle des femmes que travaillaient plusieurs des sociologues qui se réunissaient chez Laura. Laura m'a invité donc à la prochaine rencontre à Milan, et ce fut ainsi que je connus les autres sociologues qui s'intéressaient aux questions des femmes. Plusieurs années plus tard, je suis allée en Amérique avec celui qui était mon compagnon à l'époque. Nous avons visité ensemble la Fondation Ford. Je ne sais plus avec qui il avait rendez-vous. Dans la salle d'attente, j'ai regardé le rapport sur les activités de la Fondation. Il n'y avait naturellement pas l'Internet, donc je n'avais aucun accès aux activités de la Fondation Ford, si ce n'avait pas été pour cette rencontre assez aléatoire. En feuilletant le rapport de la Fondation, j'ai découvert qu'une certaine Mariam Chamberlain avait parmi ses projets le soutien des Women's Studies. J'ai donc pensé qu'au lieu de tourner mes pouces en attendant que Marcello finisse sa réunion, je pouvais parler avec cette Madame Chamberlain. La réceptionniste lui a téléphoné, elle m'a invité à monter. Bon, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que l'histoire des Women's Studies, au moins aux États-Unis, ne peut se faire sans rappeler Mariam Chamberlain. À mon avis, elle est une de ces entrepreneurs culturels, comme les grands éditeurs, les administrateurs visionnaires, qui savent voir, qui aperçoivent une tendance, arrivent à réunir des forces jusque-là isolées en petits groupes. Trop souvent, on oublie leur nom parce qu'ils ont donné les moyens aux autres de poursuivre des initiatives auxquelles ce sont ces autres personnes qui vont afficher leur signature. Mais sans ces entrepreneurs, il n'y aurait vraiment pas de création institutionnelle. Et c'est pour cela que c'est important, c'est très important de les rappeler. Bref, Mariam Chamberlain me reçut. Elle ne savait rien de ce qui se passait avec le féminisme italien. Je crois même qu'elle pensait qu'il n'y en avait pas. Mais elle en a été tout de suite très curieuse. J'ai donc raconté les recherches, les réunions du GRIF, c'était le groupe qui se réunissait à Milan, etc., etc. À un moment donné, elle m'a interrompu. Elle m'a regardé intensement, en me disant « Qui te paye ?» J'étais encore plus étonnée que l'autre soir avec la demande sur la maternité par autrui. Elle a vu donc mon étonnement, elle a dit « Moi, je vais te payer. Je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas rentrer en Italie, tu vas m'écrire un projet de recherche sur les Women's Studies, une proposition, et je vais te donner un financement pour ce travail. » Et c'est ce que je fis. C'est comme ça que j'ai commencé à penser à ce que je faisais comme des Women's Studies. Laura et moi, nous avons donc écrit le rapport Women's Studies in Italy,
comment les syndicats, le mouvement des femmes et les universités ont produit les Women's Studies en Italie. Ça a été publié par la presse féministe de New York. Il y a là une petite ironie, car je venais aussi de publier un article par la suite d'un colloque organisé par des collègues à l'Institut de sociologie à Rome, où je posais d'une manière peut-être un peu rhétorique la question, je vais le dire d'abord en italien, coltivare l'orto della donologia o costruire una prospettiva culturale, c'est-à-dire, l'orto c'est le potage, cultiver le potage de la famenologie, le potager de l'étude des femmes, ou construire une perspective culturelle. Mon argument était d'ailleurs bien simple. La condition des femmes, l'histoire des femmes ne pouvait se comprendre que dans les contextes où celles-ci étaient situées. De plus, j'insistais, c'était la possibilité de relire la société et l'histoire grâce à ceux que l'on pouvait finalement appréhender en assumant une perspective de sexe qui était vraiment intéressant. En tout cas, le livret sur les Women's Studies a été publié et j'ai fait une petite recherche sur Google parce que ce que nous sommes invités à faire, c'est aussi un petit exercice narcissiste. Donc, je fais une recherche sur moi-même sur Google et j'ai appris que ce livret continue à être cité dans les histoires des études sur les femmes en Italie. Après qu'elle nous a donné ce financement, Mariam est venue en Italie. J'ai donc organisé une soirée, il y avait sociologues, historiennes, économistes, écrivains, etc. Et ce fut après ça que j'ai reçu une lettre de Carol Smith Rosenberg, historienne américaine, qui avait eu un financement de Mariam pour réunir des chercheurs dans l'histoire des femmes et les Women's Studies à niveau international. Mariam lui avait dit de m'inviter. J'étais conviée en France et on me demandait aussi d'amener des collègues. Et c'est comme ça qu'au Moulin d'Andé, j'ai connu Françoise et Claire et beaucoup d'autres amis depuis ce temps-là. Michel Perrault était là. Michel Perrault était là, oui. J'ai partagé une chambre d'ailleurs. Elle a partagé une chambre avec Michel Perrault. Avec Michel Perrault. Voilà. Donc ça a été une occasion très, très importante. Mais entre ma rencontre avec Laura et celle avec Mariam, beaucoup s'était passé. En particulier, mon engagement dans la politique féministe et surtout dans la campagne pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception avait connu un moment très intense. Mais comme toutes les grandes mobilisations sociales qui avaient secoué l'Italie pendant ces années, le triomphe électoral des partis de gauche en 1976 avait mis en crise le mouvement féministe, ou en tout cas avait coïncidé avec une certaine crise. La mobilisation avait continué. Il y avait de nouveaux groupes qui se formaient, il y avait des rencontres, il y avait encore la négociation en cours sur l'avortement. Néanmoins, on sentait qu'une époque était finie. Entre-temps, j'avais aussi quitté ma position au Censis, à l'Institut de recherche, et j'écrivais ma thèse pour l'Université de Rome. Je l'ai écrite sur le mouvement féministe en Italie et les transformations du militantisme. Mon intuition était que les formes de l'activisme, les caractéristiques demandées aux militantes, changeaient avec les formes des mouvements sociaux et que celles-ci reflétaient l'ensemble du système politique. Deux expériences en particulier m'avaient porté à cette idée. D'abord, j'étais devenue moi-même, je mets ça entre guillemets, une féministe représentative. Je lus un compte-rendu un jour dans un des principaux hebdomadaires qui décrivait une soirée dans un salon romain, c'était très salonnier. On disait que des féministes renommées y avaient été présentes. Moi, par exemple. La scène était jolie, c'était une grande soirée. Seulement, je n'en savais rien et je n'y avais certainement pas participé. Ensuite, peu avant les élections dont je vous ai parlé, des articles parurent sur les journaux, en particulier, je me souviens de celui sur le Corriere et de la Sera. On y parlait des potentiels candidats aux élections. Mon nom figurait dans la liste. Je compris que mon nom et moi, nous étions devenus deux choses séparées. Mon nom était devenu un marque de fabrique. La visibilité du féminisme avait créé l'exigence d'une représentation publique. Et ça me rendait malade. Plus tard encore, vers la fin des démarches pour la légalisation de l'avortement, c'était en 1978,
nous fîmes une grande réunion féministe pour discuter les éléments de la loi qui étaient en train de se faire. Il y eut une confrontation très intense, car un groupe bien nutri insistait que l'avortement devait être légal même à la fin, le jour avant l'accouchement, même juste à la fin de la grossesse. Je n'avais pas le cœur pour ça. Je compris alors que je ne voulais pas devenir une politicienne, parce que ça aurait voulu dire être une politicienne, celle qui aurait dû négocier le quantième de grossesse transformé un fœtus en enfant. La militance changeait avec les temps de la politique. J'ai écrit cette thèse pour comprendre non seulement où j'avais été, mais ce qui m'était arrivé et ce que moi-même j'étais devenue. Il y avait un problème en particulier que je me posais quand j'essayais d'expliquer la réapparition du féminisme. Pourquoi est-ce que le mouvement avait insisté avec tant de force sur le thème de la libération, l'opposant à ce qui était appelé l'émancipation? Je pouvais expliquer comment le moment politique avait favorisé la mobilisation de jeunes femmes, comment les structures sociales et étatiques, en particulier les universités, avaient servi au processus d'agrégation à la base de cette mobilisation. Mais pourquoi est-ce que l'accent avait été mis non sur la discrimination, dont il y en avait à plein, mais au contraire sur cette affirmation de ce que l'on appelait la spécificité? Ce n'est pas maintenant le moment de refaire l'histoire de la théorie du féminisme. Vers la fin des années 70, je participais d'ailleurs à une édition qui a fait exactement ça. Mais il est important de comprendre que le féminisme italien a toujours insisté sur cette opposition entre émancipation, qui voulait dire simplement accès aux droits existants à ce moment, fin de la discrimination, et libération, qui impliquait au contraire surtout une recréation de la subjectivité des femmes. À la base de cette orientation, je me suis dit, il y avait, j'étais sociologue, un conflit de rôles. La première génération de femmes pour laquelle participer aux élections était normale, la génération à laquelle on avait dit qu'elle était réellement égale et que son destin l'aurait portée à une pleine intégration au marché du travail, avait devant elle, en fait, deux devoirs-être difficiles à concilier. D'un côté, la pleine intégration dans le marché du travail, et de l'autre, la réalisation familiale, axée surtout sur la maternité, de l'autre. Mais c'était plus complexe de ça. C'était au fait dont je viens de parler, c'était l'assimilation, l'identicalité qu'il fallait affirmer à un modèle masculin, et de l'autre, comment sauvegarder une identité particulière, le différencier, le fait d'être et de demeurer femme. Pour ma thèse, je fis une série de colloques en profondeur avec des militantes, des amies féministes, avec lesquelles je parcourais les enfances, les expériences scolaires et familiales, l'engagement politique, le féminisme. Plus tard, je réfléchis à ces interviews. Dans des histoires de vie finalement très différentes l'une de l'autre, l'un des fils communs était une certaine manière de voir le père qui représentait le grand monde, qui enseignait à participer à ce grand monde, à ce monde plus vaste. Et les mères, intelligentes, parfois très actives dans le monde social, parfois plus enfermées dans leur contexte familial, toujours apparaissaient le pencher à protéger leurs filles de leur propre destin féminin. Comme le dit une de mes amies, ma mère disait à propos de l'aide que ses filles auraient pu lui donner à la maison, « Oui, il y a le ménage, il y a les choses de femme, mais n'y pensez pas maintenant. Pour ces choses-là, il y aura toujours du temps. » Plus tard, je me suis rendu compte, pensant à ma propre expérience aussi, mais à celle de mes amis, qu'un message s'est levé de nos mères. « Souviens-toi de ne pas être comme moi. » Je pense d'ailleurs que c'est encore le marque de cette longue génération dont nous faisons part. Une génération qui a ses racines au moins au début du siècle dernier et qui continue aujourd'hui.
Et c'est ce message qui en fait le fil conducteur. Quand on sort de l'environnement privilégié du monde intellectuel, ce cri de cœur se sent encore plus clairement. Je dis ça, d'ailleurs, ayant parlé encore avant-hier avec ma fille, étudiante universitaire, de l'inquiétude avec laquelle elle et ses copines pensent à comment elles vont aménager leur vie et mettre ensemble les différents moments, non pas d'un devoir-être, mais d'un vouloir-être, qui semble de si difficile conciliation. Et je rappelle ce cri de cœur de nos mères, non pour dire que c'est seulement un message d'angoisse, mais aussi pour dire que c'est le message qui fait un laboratoire d'expériences communes. C'est pour ça que je dis c'est une très longue génération. Et c'est aussi une génération optimiste parce qu'on continue à penser que nous allons trouver des solutions. Ce fut donc en écrivant ma thèse que j'ai commencé à réfléchir d'une manière sociologique au dilemme de l'identité des femmes. Terminée la thèse, mes recherches étaient centrées sur les politiques sociales de l'État, sur l'emploi étatique de la politique sociale comme réponse aux demandes qu'avançaient les mouvements sociaux des années 70. J'y ai vu soit une réponse qui tendait à ce que j'appelais la déconstruction des mouvements, soit la base institutionnelle dans les politiques précédentes, des mobilisations elles-mêmes. Plus j'étudiais la politique envers les femmes, la difficile conciliation entre spécificité et identicalité, l'appel à la maternité comme fonction essentielle et la promesse de l'égalité des droits, plus il me semblait important de voir le jeu entre politique des institutions et expérience sociale. Il me semblait que le conflit de rôle que j'avais vu à la base du féminisme reflétait les incertitudes de la politique, ou au moins était reflété dans les incertitudes de la politique. J'ai alors écrit un essai sur citoyenneté et ambivalence institutionnelle. Mais peu après, j'étais à Cambridge aux États-Unis, grâce à des bourses de recherche que j'avais eues, grâce aussi à cette visite à la Fondation Ford. Je vis le bandeau d'un concours pour une fellowship auprès du Pembroke Center, le centre de Women's Studies de l'Université de Brown. Je crois d'ailleurs que le centre venait de débuter. Je présenta ma candidature. Je crois que le thème qu'on nous proposait était celui de la construction culturelle de l'identité des femmes. Mon projet était la construction culturelle de l'identité des femmes par les mouvements féministes. J'appelais ce propos « In Dreams Begins Responsibility ». Ça reprend un ancien adage anglais. Ça veut dire « Dans les rêves commence la responsabilité ». Je voulais dire qu'on avait la responsabilité de devenir ce qu'on songeait d'être. Par la suite, le travail que je fis devint un essai sur l'identité comme utopie. L'utopie, j'argumentais, indique soit où nous voulons vivre, soit qui nous voulons être. C'est à la fois un projet d'ingénierie sociale et d'ingénierie identitaire. Mais l'aspect utopique réside finalement dans l'idée de pouvoir donner une définition définitive à ces deux questions, qui d'ailleurs sont étroitement liées l'une avec l'autre. L'utopie représente une tentative d'arrêter l'histoire et d'en décréter la fin. Dans l'atmosphère très spéciale créée au Pembroke Center par la rencontre de historiennes, sociologues, philosophes et critiques littéraires, à une époque où les théories analytiques et déconstructionnistes avaient récemment commencé leur grande traversée de l'Atlantique, partant d'ailleurs de la France, je pus réfléchir de nouveau à ce que j'avais vu et vécu. Cette fois-ci, mes données n'étaient plus limitées aux expériences de la mobilisation italienne à laquelle j'avais pris part, mais pouvaient aussi inclure les Women's Studies eux-mêmes. J'étudiais ce que j'étais en fait en train de pratiquer. J'ouvre une petite parenthèse pour raconter ce que je faisais en ce moment. En Italie, j'enseignais à l'université. Les activités aussi du GRIF, de ce groupe de sociologues, continuaient. En plus, j'étais parmi les fondatrices d'une revue d'histoire des femmes, Memoria Storia delle Donne. Mais dans ces mêmes années, initialement avec mon premier mari, et ensuite sans lui,
grâce au fait que j'avais eu plusieurs bourses de recherche américaines et aussi des financements de l'équivalent du CNRS italien, je passais beaucoup de temps aux États-Unis. Bon, c'est toute une histoire sur ça, mais ce qui suffit de dire que j'étais à Harvard au Center for European Studies quand on me demanda de présenter mes recherches en cours, et ce fut aussi ainsi qu'on m'a demandé de prendre part à plusieurs projets du centre, y compris deux en particulier que je voudrais rappeler. Un, c'est du côté institutionnel, la première formation d'un groupe de recherche à Harvard sur le genre et la politique sociale, et c'est de là qu'a pris pied qu'ont pris pied ces études dans le Center for European Studies. Et l'autre, c'est ma participation à un volume collectif sur les femmes et la guerre, pour lequel j'écrivis un essai qui me coûta des mois de cauchemar sur Anne Frank et Etty Hillesum, deux déportées hollandaises qui nous ont laissé leurs journaux, déportées de la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle ça pour dire aussi que c'est comme ça que j'ai commencé à retourner sur mon identité juive et à l'accorder avec mon identité de femme. En tous les cas, quand je suis arrivée à Pembroke, je pouvais déjà réfléchir sur les Women's Studies comme issues et réflexions eux-mêmes des féminismes en cours. Les Women's Studies, il me semblait, faisaient donc partie de la reconstruction de l'identité qu'engageaient les féminismes de ces temps-là. Sur ce que j'écrivis cette année passée à Brown, je veux surtout remarquer un élément. Et c'est que je pensais que soit les affirmations de spécificité, soit les affirmations d'identiqualité, ce que j'appelle l'identiqualité, parce que je trouve que c'est faux de parler d'égalité. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'identité, c'est vraiment l'identité. Donc, entre affirmation de spécificité et affirmation d'identiqualité, je voyais les deux côtés d'un même discours. C'est un discours qui a une histoire très longue, et finalement, c'est un discours qui tourne autour de la même question qu'avait soulevée Simone de Beauvoir. Qu'est-ce qu'une femme? Mais la force de cette question vient du privilège du modèle masculin. J'ai repris dans l'essai que j'écrivis à Brown la chanson de Monsieur Higgins. Je ne sais pas si vous savez, Monsieur Higgins, c'est un des personnages de My Fair Lady, un musical qui a eu beaucoup de succès. C'était d'ailleurs d'abord une pièce de Bernard Shaw. Et dans le musical, Monsieur Higgins a une chanson qui est « Why can't a woman be more like a man » Pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas ressembler de plus à un homme? Plus à un homme. Plus à un homme. Mais je travaillais aussi avec une phrase de Virginia Woolf, qui d'ailleurs, à laquelle d'ailleurs j'avais réfléchi en travaillant sur les biographies des féministes. Et c'est là où elle dit « We, the daughters of educated men », elle avait écrit, « are between the devil and the deep sea ». Nous sommes entre le diable et la mer profonde. Oui. Et ce qu'elle voulait dire par cela, c'était que nous nous trouvons entre la famille privée, la maison enfermée en elle-même, et le monde public. Donc, je pensais que c'était ce discours-là qui avait aussi porté, donc que c'était les deux côtés, spécificité et identicalité, de la même question et qu'il fallait voir le lien entre ces deux aspects. J'ai aussi pensé que c'était de là que venait la place centrale qui avait été faite au concept de genre. Le genre, il me semblait, en séparant identité et sexe, créait une place pour la contestation politique. Mais il y avait aussi une manière d'entendre le genre qui ne me persuadait que jusqu'à un certain point. Carol Gilligan, dont vous connaissez peut-être les recherches sur l'éthique, la différence entre éthique des femmes et éthique des hommes, était venue à Brown présenter son livre
in a different voice, dans une autre voix. Elle contestait l'idée qu'il n'y avait qu'un parcours éthique, parce que les études trouvaient qu'il y avait un parcours éthique et que les femmes n'arrivaient qu'à un certain point. Et puis, elles n'avaient plus de développement. Alors Gilligan a dit, non, c'est pas qu'elles tombent, mais c'est qu'elles sont différentes. Et elles sont différentes parce que les femmes, disait Carol Gilligan, ont une éthique du care, de le prendre soin, tandis que les hommes ont une éthique de l'autonomie. Ça arrive simplement en France maintenant. Ah bon, voilà, ok. Et Martine Aubry, je ne sais pas si vous avez vu ce titre récemment, enfin, je crois que c'est hier, maintenant considère que, enfin, reprend ce terme-là, alors que c'est Carol Gilligan il y a pas mal d'années. Il y a 25 ans de ça. Voilà. Tu dis 25. 25 ans. Donc, quand Gilligan est venu à Pembroke, nous l'avions assez mal reçu, je crains me souvenir, car on voyait dans ce texte des traces d'essentialisme qui n'étaient guère acceptables. J'étais d'ailleurs, à l'époque, et je suis encore d'une certaine manière, d'accord avec cette critique. Mais je n'arrivais pas non plus à me convaincre que toute identité n'était qu'un greffe social. Ça me rappelait trop les vieux copains de l'ancienne Nouvelle Gauche qui, à chaque mention de psychanalyse, salmodisaient la 6e thèse de Marx sur Feuerbach, l'essence humaine et l'ensemble des relations sociales. Il me semblait donc qu'il y avait aussi, il y avait naturellement aussi, bien entendu, des positions plus raffinées. Je cite Juliette Mitchell qui, je crois, a parlé ici dans ce cycle. Mais avec l'attention au travail de Derrida et du déconstructionnisme et des philosophes, ce qui prenait vraiment pied était l'analyse de la figure de femme comme élément linguistique, le corps féminin comme signe. Là aussi, il me semblait important de comprendre que si nous étions signes, nous ne l'étions pas seulement parce que quelqu'un d'autre nous écrivait. Le féminisme, les féminismes, ainsi que les pratiques de vie quotidienne, individuelle et collective, étaient, pour rester dans la métaphore de ce moment-là, les traces d'une écriture dont nous étions nous-mêmes auteurs. C'est donc parce que toutes ces voix parlaient d'une manière ou de l'autre de l'identité que je dis alors que les féminismes contemporains avaient développé une pratique de ce que j'ai appelé la séparation et distinction. C'était les éléments portants de ça étaient ce qu'on avait appelé l'autocoscienza, le parler de soi en petits groupes, le séparatisme, la reconstruction, l'attention d'ailleurs à la construction d'une histoire de femmes et d'une analyse du contexte, et aussi la redéfinition des éléments symboliques. Je pense surtout à ce que était devenu, au moins dans le féminisme italien de ce moment-là, des jeunes femmes, la couleur rose qui était passée d'un symbole de fémininité oppressif à une déclaration d'identité forte. Et je voyais dans cet ensemble de pratiques, ce que j'ai appelé « the praxis of separation and distinction », une manière de reconstruire une identité collective. Mais il y avait et il y a un problème. Et c'est d'ailleurs le problème duquel je suis partie en parlant de ce cas de maternité pour autrui. Finalement, ce problème était et est le corps, ou à mieux dire, la relation incertaine entre corps et soi. Nous savions toutes que le réductionnisme de Freud, et j'entends dire qu'ici on en parle beaucoup en ce moment, de son continent noir de la sexualité des femmes, son cri de nerfs, mais qu'est-ce qu'elles veulent, et les souffrances qu'il avait infligées à Dora, le cas qui est devenu un livre de chevet des féministes, n'étaient pas acceptables. Nous savions aussi, car maintes analyses de politique de welfare et d'autres groupes de travail internationaux auxquels je participais l'avaient bien mis en lumière, que l'État contemporain assignait aux femmes, au moins en Occident,
assigné aux femmes le rôle principal de reproduction dans tous ses sens, c'est-à-dire de produire des enfants, de reproduire la vie quotidienne. Ça voulait dire l'organisation sociopolitique dépend de la famille dépend des femmes, les femmes sont déléguées à assurer la procréation et la reproduction. La fonction des femmes, ça veut dire, est la performance de la procréation et du maternage. L'autre, c'est de l'ajouter, du plus. Mais c'est ça qui, dans ces analyses, demeurait l'identité essentielle. Entre le manque freudien et le trop-plein sociologique, on s'en sortait mal. Certainement, beaucoup de femmes étaient femmes sans être mères et ne souhaitaient pas l'être. Certainement aussi, beaucoup de mères étaient mères sans que ceci n'implique nullement leur corps. De plus, le sentiment maternel n'était pas ce qu'il y avait de plus en évidence dans les féminismes. Entre le temps dédié aux pratiques de l'autocoscienza, la recherche de nos racines historiques, l'analyse de nos rôles socio et institutionnels, la grande lutte de l'époque n'avait pas été la revendication de crèches ou de congés de maternité, mais de contraception et avortement légalisés. Nous avions tiré une distinction radicale entre maternage, maternité et être femme. À cette question de l'ancrement de la différence dans quelque chose de moins blâmable que la socialisation imposée par une culture patriarcale, ou de moins primitif, entre guillemets, que les exigences biologiques de la reproduction de l'espèce, il n'y avait pas une réponse claire. Quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion, grâce à Joan Scott, ancien directeur du Pembroke Center à Brown, de passer une année à l'Institute for Advanced Study à Princeton, où Joan, devenue membre permanente de la Faculté des sciences sociales, avait organisé un séminaire dédié au genre. Je suis partie avec l'idée d'examiner la relation entre différence et égalité. J'ai fini par travailler sur la représentation de la femme et de la nation dans les débats de l'Assemblée constitutionnelle italienne au lendemain de la dernière guerre. J'avais entrepris une recherche comparée pour l'OCDE, le bureau sur les femmes et l'économie, qui concernait la relation entre politique envers la petite enfance et l'emploi des femmes. C'était donc les crèches, les écoles maternelles, etc. Ça faisait partie d'un travail plus vaste sur les politiques envers les mères célibataires. Et c'est en faisant cette recherche que pour la première fois, j'ai abordé le débat en cours aux États-Unis sur la réforme du welfare. Il y avait à l'époque des mécanismes pervers qui punissaient les mères célibataires chez lesquelles les services sociaux découvraient la présence d'un homme. C'est-à-dire que les seuls à avoir droit à un soutien de l'État étaient des femmes seules. Et quand les services sociaux arrivaient pour inspectionner les maisons, on entendait alors des contes rocambolesques dans le genre l'homme découvert dans le placard, l'autre à la terrasse, etc. Bon, c'était drôle, mais en réalité, il y avait une véritable panique morale qui entourait la question des filles mères. Parce que ce programme était parti dans les années 30 pour subventionner les veuves des travailleurs de la Virginie, donc des femmes blanches, bien mariées, etc. Et on avait découvert que les mêmes programmes, aujourd'hui, donnaient le soutien à des jeunes filles dans les ghettos de grandes villes américaines. Il était évident, les journaux trompetaient l'épidémie de teen pregnancy qui paraissait envahir les États-Unis. C'était évident qu'il fallait démonter ce système. Mais ce qui me surprit en ça, et je fis un grand débat à l'OCDE, qui d'ailleurs a un peu fait scandale, avec le représentant de ces études aux États-Unis, parce que l'acharnement politique du moment exigeait que les femmes seules qui accouchaient, en particulier celles qu'on soupçonnait seraient devenues des charges de l'État, devaient être obligées à déclarer le nom des pères de leurs enfants. Le système ne tolérait plus les mères célibataires.
je dois dire aussi qu'à la fin de mon année à Princeton, ma fille est née, et ceci a changé ma vie. Et ce que je savais d'une manière théorique, j'ai vraiment compris. C'est que jusqu'à quel point la maternité peut véritablement ancrer l'identité. Je saute donc une vingtaine d'années. Quand l'année dernière, j'ai commencé à étudier la réglementation de la procréation assistée, c'est cette même inquiétude d'insister sur l'identité des hommes, pouvoir définir le père, en employant donc maintenant des données biologiques pour le faire, qui m'a sauté aux yeux, qui m'a frappé. On demande de plus en plus, pour éviter que les mères célibataires ne donnent pas un père à leurs enfants, on insiste par exemple sur les résultats des tests de DNA pour dire ça, c'est le père. Et de plus en plus, on entend il y a eu par exemple récemment dans le New York Times un grand article qui affichait à la une « J'ai découvert que je ne suis pas le père » de quelqu'un qui avait passé, je crois, d'ailleurs ça l'avait brisé le cœur. Ça lui avait brisé le cœur, mais non parce qu'il a découvert que sa femme l'avait trompé, mais parce que dorénavant, il ne pouvait plus se sentir père de la jeune femme qu'il avait élevée. Je ne dis que ça et je saute sur beaucoup de choses. Je veux conclure avec une petite, très synthétiquement. Aux États-Unis, je veux dire ça quand même, que peut-être, et je saute sur beaucoup de choses, mais que peut-être qu'il y a aujourd'hui pas autant de sens à parler de mère et père. Le système juridique américain, et il me semble aussi, pour le peu que je le connais, celui canadien, s'inquiète surtout de trouver 2 parents à chaque enfant. S'ils sont de sexe différent, tant mieux. S'ils sont mariés, encore mieux. Mais ceci n'est plus essentiel. Et d'ailleurs, il faut dire, personnellement, je suis tout à fait favorable aux enfants nés ou adoptés par des couples homosexuels. Maternage et paternage semblent ne plus être ancrés à des corps spécifiques. Il y a des dizaines d'années que maintenant, aux États-Unis, la Cour suprême a interdit que dans les cas de divorce et de contestation, l'attribution des enfants ne parte d'une présomption de genre. Le standard, the best interest of the child, le meilleur intérêt de l'enfant, renverse la perspective devenue classique au XXe siècle, qui est liée l'enfant, surtout en bas âge, à la mère, et en fait demande à chaque parent de prouver sa valeur. C'est une contestation dans laquelle les femmes sont souvent, quand il y a une contestation, je veux dire que dans la normalité des cas, ça va de soi, mais quand c'est contesté, c'est une contestation dans laquelle les femmes sont souvent perdantes. Et il y a beaucoup de recherches de juristes et de sociologues qui démontrent ça. C'est un triomphe de la neutralisation du sexe. Ça nous a donné, avec une phrase mémorable de Martha Feynman, juriste américaine, « The neutered mother », la mère faite neutre, comme un âne. Faut-il donc demander si l'élimination des préjugés de genre risque de porter ou de présumer l'élimination du genre? Et encore plus, devons-nous nous demander à nous-mêmes si nous avons tracé les parcours de genre pour l'éliminer? Je continue à ne pas le croire. Qui est-ce donc la mère? C'est l'interrogatif auquel la Cour suprême indienne devra bientôt répondre. J'ai aussi mes vues sur ça, mais enfin. Je veux dire une chose en terminant. Je retourne au slogan féministe que j'ai évoqué pour retourner sur la question de la maternité pour autrui. Je retourne au slogan féministe que j'avais évoqué il y a quelques minutes. Non più macchine di riproduzione. Non plus machine
pour la procréation. Il y a quelques années, je travaillais dans un très très grand projet de recherche, de recherche et d'intervention, un projet de développement qui touchait à presque une centaine de villages parmi les plus pauvres de l'Afrique subsaharienne. Il s'agissait de mettre ensemble toute une série d'interventions pour commencer le développement. On m'a demandé de m'occuper du côté de la reproduction et des relations de genre. Et je me suis dit, bon, ça sera question de mariage en bas âge, de sida, de maladie des femmes, etc. etc. C'est aussi tout cela, de polygamie, de manque de droits sur les propriétés, les terres, etc. C'est tout ça. Mais il y a un donné qui doit vraiment nous arrêter dans nos traces, comme on dit en anglais. Et c'est-à-dire que les femmes meurent en des quantités pas concevables du fait simple d'accoucher. C'est-à-dire elles meurent parce qu'elles sont femmes, parce que c'est là leur destinée. Et si par hasard elles n'accouchent pas, c'est aussi une mort sociale. Je veux terminer en disant que je n'aime pas penser que le jour où il y aura des services de reproduction, des cliniques, d'une maternité bien faite en Afrique, cela va faire de l'Afrique une fabrique de bébés, d'enfants pour les femmes du Nord. Je n'aime pas penser, d'ailleurs, même si les effets étaient renversés et que les femmes du Nord devenaient la fabrique pour enfants des femmes du Sud, ça ne me rendrait pas plus contente. Et donc, je vous demande, à vous, de penser la question qui est, à mon avis, une des questions, qui est, à mon avis, demeure centrale. Qu'est-ce qu'une mère? Et plus encore, qu'est-ce que c'est que d'être une mère? Quelle est la relation entre ça et l'être femme? Voilà.